Donc 10 ans d'orthophotographie en PACA. Alors, depuis, des orthophotographies en PACA existent depuis les années 2000, même avant la création du CRIJ. Donc voilà, la période 2000-2006, donc il ne vous aura pas échappé que c'est la période qui correspond à celle du premier contrat de plan État-région. Donc dans cette période, un contrat de plan, dans lequel pour la première fois est inscrit un volet information géographique. Dans ce volet information géographique, une ligne budgétaire permettant d'acquérir des données auprès de l'IGN, donc un protocole d'accord avec l'IGN dans lequel vous voyez déjà apparaître une BD ortho. Un protocole d'accord, je peux le dire, qui a été le premier signé entre l'IGN et une région, en l'occurrence l'État et la région en PACA, sur des bases un peu novatrices qui sont l'acquisition de droits d'utilisation élargis à toute la sphère publique. Donc si on revient sur l'historique de ce protocole, l'État, la région et les 6 départements ont financé des droits d'usage de données, donc des 11 bases de données qui sont listées là, et donc de la BD ortho de l'IGN pour l'intégralité des acteurs publics et parapublics de cette région. On peut le dire, c'était quand même à l'époque une petite révolution. Un protocole d'accord, un avenant au protocole d'accord pour l'acquisition d'une deuxième couverture. Donc dans le cadre du contrat de plan 2000-2006, 2 couvertures achetées auprès de l'IGN. Donc la ligne information géographique du contrat de plan, c'était 5,2 millions d'euros. Sur ces 5 millions d'euros, un peu plus, 2 millions d'euros consacrés aux orthophotographies, un petit peu plus de 2 millions d'euros si on tient compte. Il y a le coût d'acquisition des images et également le coût de diffusion qui est inclus, qui était aussi en contrat avec l'IGN, qui est inclus dans les 2 millions d'euros. Et donc la répartition des financements, 35% pour la région PACA, 35% pour l'État et 30% à se répartir entre les départements. Je fais un petit aparté sur cette répartition, une répartition, je dirais, solidaire, basée sur un ratio correspondant à la population et à la richesse des départements, pour encore une fois tous les acteurs publics de la région PACA. 2 couvertures, donc une première couverture dont les prises de vue aériennes s'étalent entre 1998 et 2001, et une deuxième couverture dont les prises de vue s'étalent entre 2003 et 2005. Alors pourquoi cet étalement? Parce que les prises de vue et les produits étaient des produits départementaux, donc et vous pouvez voir, et ça rejoint un petit peu l'intervention précédente, que entre les deux, les délais de couverture d'une région se sont un petit peu réduits. Donc j'ai mis un Cessna, c'est l'avion, me semble-t-il, qui était utilisé à l'époque par l'IGN, non, c'est pas n'importe quel avion. Merci Google. Les usages, donc le CRIJ a diffusé ses orthophotographies et a mis en place, comme pour l'intégralité des données qu'il diffuse, un suivi des usages. Donc quels sont les usages sur cette première période des orthophotographies? Premier usage, la communication, les posters qu'on affiche dans son bureau. Deuxième usage le plus répandu, là encore, de la communication, c'est-à-dire un support pour présenter de l'étude. Troisième usage répandu, un support pour les projets. Et dernier usage le plus répandu, un support de localisation dans les derniers temps avec des outils qui sont plus modernes aujourd'hui mais qui l'étaient à l'époque, que sont les GPS. 2007-2013, contrat de projet État-région. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007-2013? Alors, pour la préparation de ce contrat de projet et pour pouvoir y réinscrire une ligne consacrée à l'acquisition d'informations géographiques, donc nos financeurs nous ont demandé de faire une enquête sur les usages et les besoins du réseau géomatique, donc vos usages et vos besoins. Donc, nous avons envoyé un millier de questionnaires, nous avons eu 800 réponses. Et sur ces 800 réponses, environ, donc 800 organismes nous ont répondu, et sur les 800, environ plus de 600 réponses étaient exploitables. Donc on considère à l'époque, pour l'état du réseau de l'époque qui comportait environ un peu plus de 1500 acteurs, on considère que c'était un taux de réponse relativement intéressant. Donc rapidement les réponses.
À la question quelle est la base de données, à l'analyse des bases de données les plus téléchargées, eh ben, vous voyez apparaître les BD Ortho, la version 1 et la version 2. À la question quelle est la base de données qui est le plus utilisée dans vos travaux, eh ben, vous voyez que la BD Ortho apparaît assez nettement également, la première base de données la plus utilisée. Et enfin, à la question quelles sont les bases de données à actualiser en priorité, ben, on voit apparaître la BD Ortho. Alors ce qu'on ne voit pas apparaître ici dans le cadre de cette étude, parce que c'était une question ouverte, mais on ne voit pas sous la forme d'un graphique, mais ça apparaît dans l'étude, c'est que les collectivités qui ont été donc associées à cette enquête nous ont toutes quasiment répondu que le niveau de précision qui était celui de la BD Ortho qui était diffusée, donc des deux campagnes de BD Ortho qui avaient été diffusées, n'était pas suffisant pour leurs usages. Donc cette demande, alors cette question et un autre retour qui était la nécessité, si possible, de resserrer les délais d'acquisition d'orthophotographie. Donc l'État, la région, les départements ont souhaité prendre en compte cette demande, ce qui a donné lieu donc à ce qu'on a appelé nous une deuxième génération d'orthophotographie. Donc on s'est en priorité tourné vers le producteur institutionnel, vers l'IGN, qui, compte tenu de ces contraintes liées à la programmation nationale, donc on voit qu'aujourd'hui il y a une réflexion pour adapter mieux cette programmation à l'échelon local et aux attentes des acteurs locaux. Donc l'IGN à l'époque avait inscrit dans son contrat d'objectif la production d'une orthophotographie à la précision qui était celle des orthophotographies disponibles en version 1 et en version 2. Donc je ne détaille pas parce que Romain vous fera un point détaillé sur ces aspects techniques. Donc deuxième élément, les collectivités et les services de l'État ayant consulté leurs services des marchés et leurs services juridiques se sont aperçus que la BD Ortho, l'orthophotographie est un produit concurrentiel. Et donc ces deux éléments, nécessité d'avoir un produit plus fin et nécessité de mettre en concurrence, de faire un appel d'offres, ont permis d'acquérir des nouveaux produits qui répondaient mieux aux besoins des collectivités. Donc je pense que l'IGN n'avait pas répondu à l'époque aux appels d'offres puisque lui, ses contraintes étaient différentes. Donc voilà pour un petit point d'histoire. Donc je laisse la main à Romain sur la période, voilà, moi je tourne en boucle, donc je te laisse la main sur la période, sur la suite. Je vais développer, aussi je ne vais pas m'attarder parce que vous avez la chance, on vous a fait une petite valise dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des informations que je vais vous développer. Donc je vais en passer rapidement et je vais me focaliser sur aussi vous faire des illustrations sur ces orthos pour ceux qui ne sont pas peut-être habitués à avoir eu tout cet historique ou de voir les différences au moins visuelles de ces orthos. Donc on vous a fait 4 documents, 2 cartes et 2 documents de synthèse pour bien vous détailler les aspects techniques des orthos à groupement de commande haute résolution ou des BD Ortho IGN, voire maintenant depuis quelques années des orthos haute résolution. Et vous avez aussi, ce n'était pas à but publicitaire, hein, mais c'est un très beau magazine si j'ai la lettre, la revue de décembre, où vous avez 10 pages d'un dossier conséquent sur les orthophotos et qui vous balaye de manière assez détaillée tout ce qui est résolution, usage, contrôle qualité et même une partie sur les drones. Parce qu'on a parlé des satellites de l'aéroportée. Donc voilà. Sur le cadre, et Christine Articot de la région complétera aussi un peu plus de manière administrative et financière ce niveau-là. Nous avons donc fait des groupements de commandes pour acquérir à partir de 2008 des orthophotographies. Il a fallu se réunir, il a fallu voir ce que chacun avait dans son coin en ortho ou n'avait pas, essayer de mettre ça ensemble pour essayer de faire des orthos assez cohérentes, homogènes. La grosse plus-value de au moins nous s'être réunis, c'est d'avoir appris à travailler ensemble, que ce soit non plus l'État, la région, les départements, mais aussi les EPCI, qui sont les acteurs prioritaires et privilégiés de l'information géographique sur le territoire au quotidien, et qui a permis à différents échelons territoriaux de se coordonner et de voir quels étaient les référentiels dont on pouvait avoir besoin de partager et de définir et de produire ensemble. Sur un peu les nouvelles caractéristiques,
Mais ça, c'est développé dans les documents que vous avez et qui sont aussi téléchargeables. Bon, le coût, Christine y reviendra, un peu plus de 1 million d'euros pour ces groupements. On a abaissé du coup le seuil de ces orthophotos qui sont à 50 cm et qui, historiquement, les BD ortho-hygiène, quand on remonte à 98, étaient 76 voire 68 cm de résolution interpolée à 50 pour une BD ortho. Là, on est plus sur du 15 ou 20 cm selon les départements, avec des orthos généralisés aussi pour avoir une homogénéité à l'échelle régionale, et surtout des produits complémentaires qui étaient demandés dans l'enquête dont a parlé Christine précédemment, au niveau des collectivités, mais même des différents organismes sur le territoire, avoir un modèle numérique de terrain précis, au pas de 5 mètres, avec des précisions qui peuvent aller jusqu'à 50 cm, voire inférieurs, un Z assez précis, et selon les territoires, un modèle numérique de surface ou d'élévation. Je ne détaille pas là, des intervenants à la fois d'Aéroscan et d'Aérodata vous compléteront les propos de l'hygiène de ce matin et qu'il y aura tout à l'heure sur comment on fait une orthorectification, comment on fait un MNT, comment se passent les prises de vue aériennes, obliques, verticales. Donc, je pense que toute la présentation de ce matin sera assez pédagogique pour après, cet après-midi, se focaliser sur les usages. Il y a, voilà, donc ça permet aussi ces données-là, même si avec l'hygiène on était en licence étendue, d'être propriétaire, de le diffuser assez largement et au fur et à mesure de l'évolution aussi, selon les acteurs sur le territoire, d'en libéraliser une partie qui est déjà en cours, vous le verrez dans les tableaux, et qui sont en cours de libéralisation, ce qu'on appelle open data, en licence ouverte. Voilà, donc vous retrouverez ces cartes-là. Qui vous présente les différents groupements, les orthos disponibles. J'avais prévu, je pense avoir du temps, mais on ne l'a pas, donc je passe, je vous ai détaillé, vous le verrez, ces caractéristiques-là que vous avez dans le tableau sur les orthos 06, 13, 83, avec ce qui est disponible. Bon, c'était une présentation un peu plus interactive que le tableau de synthèse, mais là où je vais plutôt me focaliser, puisque ce ne sera pas fait par la suite, c'est vous montrer un peu les différences de présentation. Un petit focus quand même sur les problématiques de diffusion. Diffusion, comme tout à l'heure l'a dit monsieur Moissé aussi, par rapport au poids nominal de ces orthos, ces photos aériennes, quand même on les orthorectifie et derrière qu'on a un produit final, ça pèse très très lourd. Vous avez, à titre d'exemple, là aussi vous les avez plus de manière plus précise reprise, on peut aller sur une ortho, même en ECW qui est une compression 10, on est entre, on va dire, la plupart de vous entre techniciennes, donc un format compressé, on a quand même un volume minimum pour un département de 10 Go et jusqu'à 50 Go. Je parle pour une ortho départementale. Si vous voulez le TI, vous voyez jusqu'où ça pèse, et aussi les MNT. Donc c'est pas ça, même si le site du CRIJ depuis 2 ans a évolué, désolé pour ceux qui, de par l'évolution, ont eu un peu des problèmes d'ailleurs ce matin pour l'inscription, mais c'est le revers de la médaille sur la dématérialisation. C'est aussi qu'on permet de télécharger jusqu'à 7 Go, mais vous voyez bien que 7 Go, même en téléchargement, on ne couvre pas tout un département ou une zone. Donc il y a encore des livraisons sur support physique, vous envoyez disque dur, donc on va essayer de réguler au fur et à mesure ces dématérialisations, mais bon, on sera toujours limité aussi par rapport au poids. Et ça ne va pas s'arranger parce que plus ça va, plus on fait des orthos précises. Et le poids est toujours quand même assez conséquent. Et on ne peut pas compresser à 50, sinon la qualité s'en retrouve réduite. Voilà, bon, les ortho-hygiènes. Donc on a fait l'effort quand même de faire aussi un tableau pour la BD ortho-hygiène. Et sur ce qui est disponible, je pense que ça servira à tout le monde depuis en PACA, depuis 98. Et aussi ce qui avait été dans le discours, on l'a dit tout à l'heure, hein, j'ai dû faire un zoom sur ceux qui étaient dans la phare V1, V2 ou ce qu'on appelle dans la DCM, la diffusion coût marginal, qui depuis le 1er janvier 2011 propose à la plupart d'entre vous, si vous avez des missions de service public, de récupérer les données auprès de l'hygiène. Petit aparté de 10 secondes, gratuitement. Petit aparté, il y a cette dichotomie avec le site du CRIJ, on ne diffuse pas une partie des ortho-hygiènes parce qu'on a une différence de sphère d'organismes ayant droit entre les deux, qu'on essaye de se rapprocher pour que le CRIJ continue aussi à pouvoir diffuser ces données-là. Voilà. Donc, mais vous avez de manière exhaustive, de façon toutes les données qui sont disponibles. Et quelques exemples d'orthophotos. Là, pour le VAR, même si sur les tableaux vous avez vu, on est sur 50 cm. Comme on l'a dit, par exemple, celle de 2009 et celle de 2003 à droite, pour ceux qui voient, mis à part la radiométrie, il y a quand même un gain on va dire, de netteté parce qu'on est sur un vrai 50. À l'époque, 83, c'était un panchromatique 40-60 couleurs, tandis que la 50 de 2003 était de mémoire en 68.
cm. Ça apporte quand même une netteté, même si les débats, on n'en est plus là, parce que vous allez le voir par exemple sur, là je suis sur quoi? Sur les Alpes, les Hautes-Alpes, où on est sur Briançon. Vous voyez, entre une ortho 50 et un 20 cm, on est à une échelle à peu près du millième. Un gain de netteté, même du mobilier au sol, d'informations. Je n'ai pas zoomé ici, petit clin d'œil aussi sur des oliviers, voir aussi un peu la définition des houppiers et autres. Sur par exemple l'ortho, tout ça c'est le même groupement de commandes sur le Vaucluse, le pont du Gard. Hop, excusez-moi, pont d'Avignon. Voilà, tout le monde me suit. Pont du Gard du Vaucluse. Oh, c'est limitrophe. La frontière est juste là. Sur le 06, donc sur le centre-ville de Nice, où on voit bien des bâtiments un peu plus importants au nord de la carte, et aussi le centre-ville, où on arriverait, si on zoome, à voir carrément, là on est au 1500e, le mobilier urbain. Et si je me focalise pour changer un peu sur les Bouches-du-Rhône et sur Marseille pour éviter le Vieux-Port, sur le Pharo, où on a une différence même évidemment d'orthorectification. Sur cet exemple, c'est orthorectifié à 0 des verts, donc ce qu'on appelle une ortho vraie. Mais il y a aussi, si je m'amusais à être sur la Joliette, à voir ce que c'était une ortho en 2003 de l'IGN, une ortho évolution V3 2008 qui je crois était toujours à 50 cm, mais comme elle était numérique, parce qu'en 2003, mais c'est marqué dans les tableaux, 98-2003, les orthos que vous avez étaient argentiques et scannés. Là on est en numérique et ça apporte quand même un gain de netteté dans les ombres, etc. Mais si on passe sur la 2009 du groupement de commande à 15 cm, vous voyez la définition sur, je suis désolé, comment on appelle le... La cathédrale de la Major. La Major, oui. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la Magec, d'accord, la Major. Et si je zoome, voilà, on voit un peu quand même ce qu'on, même dans les ombres portées, peut-être pas à l'écran là, mais moi j'arrive à voir dans les ombres portées les différents éléments. Voilà, les autres produits, 2 minutes sur les autres produits parce qu'on se focalise sur les orthos, HR, etc. Que ça soit sur le site du CRIJ ou de façon générale, vous avez toutes ces 3 bases de données disponibles qui sont les orthophotographies littorales, les orthophotographies littorales anciennes et la BD ortho historique de l'IGN. Ça, c'est un peu plus particulier, mais Julien Guigou du Parc National des Écrins en parlera rapidement cet après-midi, puisqu'il y a un montage dans le 05 où ils ont une campagne de BD ortho historique. Voilà, c'est les données littorales anciennes de l'Ifremer acquises d'un marché, dans une prestation coordonnée par la région. Ces orthos sont disponibles depuis des années sur le site du CRIJ, sont visualisables. Le lien est interactif, mais bon, vous pouvez aller sur le site du CRIJ, c'est le visualisateur du CRIJ et vous avez toutes les orthos littorales anciennes. J'en parle peut-être là d'ailleurs, visualisateur, oui j'ai bien fait. Carte entre les années 20 et 50, et quand vous le visualisez, vous avez à peu près l'emprise des orthos littorales anciennes qui sont assez intéressantes quand vous les superposez aussi aux orthos dont on vient de parler avant. Si je repasse sur l'ortho littoral, qui là est une ortho aussi qui est libre de droit, référencée sur le site du CRIJ et qui renvoie directement sur le site du ministère puisqu'ils ont mis les outils de téléchargement disponibles. Donc là on est sur une ortho littorale et qui apporte un certain intérêt puisqu'elle n'est pas forcément plus précise, elle est à 50 cm. Bon là je suis sur Marseille parce que je vous ai montré les orthos littorales anciennes sur Marseille, mais si je vais pour les spécialistes du littoral sur par exemple Port-Cros, nous voyons bien, on le voit, je suis de travers, la Posidonie, on voit bien que le cahier des charges des orthos littorales c'est fait aussi pour voir sur le littoral des informations qu'on ne voit pas avec une ortho classique et qu'on traite différemment. Pour ceux qui sont dans les groupements de commande le savent, on a toujours un peu de mal à gérer ces zones anneaux, avec l'infrarouge aussi qui est disponible pour ortho littoral. Donc ces données-là sont disponibles via le site du CRIJ ou en allant directement sur le site du ministère depuis septembre 2012. Voilà. Et puis après la BD historique, c'était juste pour mémoire, parce que là nous l'avons pas. On essaie de voir avec l'IGN s'il y a des possibilités ou un intérêt dans le cadre du CRIJ d'en faire une acquisition plus généralisée, comme ça a été l'opportunité sur une décennie dans le 05, les Hautes-Alpes. Donc il y a 2 campagnes aériennes, on va dire, dans les années 50 et 60, qui peuvent amener une information
assez intéressantes selon les études que vous avez à faire et qui sont, voilà, vous avez le site de l'IGN et peut-être Julien en parlera pour le Parc national des écrins un peu plus longuement cet après-midi. Voilà pour cette présentation illustrative un peu exhaustive des orthos et de ce qui est disponible et au moins que vous sachiez ce qu'il existe. Donc voilà, vous avez déjà fait pour au moins la moitié d'entre vous, on le sait puisqu'on les a gérés avant, vous êtes inscrit exprès sur le site du CRIJ pour venir à cette journée, donc vous avez créé un compte, donc maintenant vous pouvez continuer par télécharger des données, notamment les orthos, si vous êtes si nombreux, c'est que je suppose que vous êtes intéressés. Et après, un petit message, n'hésitez pas à produire de la donnée dessus et on verra à travers les usages cet après-midi à faire remonter l'information que vous produisez sur le site de CRIJ par rapport à, que ce soit par rapport à Inspire, que ce soit par rapport à d'autres mouvements et par rapport à la mutualisation, c'est toujours intéressant. Je suis sûr que vous produisez plein de données qui peuvent intéresser les structures qui sont autour de la table ou dans cette salle aujourd'hui. Merci, je passe la parole à Christine Articot qui va compléter sur ces groupements-là et l'acquisition des orthos. Bonjour, je suis désolée, c'est pas ma voix habituelle, je suis un peu pas bien. Je suis dans une espèce de coton, mais j'espère que ça va aller bien. Tout d'abord, je remercie effectivement Christine Archias d'avoir invité la région pour parler des groupements de commandes, mais j'aurais dû aussi inviter tous les partenaires qui ont participé à ces groupements de commandes, donc l'ensemble des départements, l'ensemble des EPCI, les communes, puis les Comcom qui ont financé par ailleurs, mais je pense qu'on aurait été un peu trop nombreux ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet des groupements de commandes, je voulais vous rappeler un peu la démarche de la région dans le domaine de l'information géographique. Donc Christine a suffisamment parlé tout à l'heure de l'historique et notamment de la place de la région dans toute l'animation en matière d'information géographique en PACA, mais surtout aujourd'hui replacer l'information géographique dans une politique générale d'aménagement du territoire pour la région qui se situe autour de 4 dimensions. La première, donc, c'est la connaissance des territoires. On y accède surtout donc, par l'acquisition de référentiels, mais également de données thématiques. On en a déjà parlé, mais c'est aussi depuis 2005 une grande politique en matière de soutien à la modernisation des territoires et qui s'exprime à travers plusieurs politiques et plusieurs dimensions. Ma collègue a normalement laissé sur la table à l'entrée de la salle les fiches qui vous permettent, alors je sais pas où je les ai mises, les fiches qui vous permettent de connaître un peu les politiques de la région. C'est en matière de soutien à la modernisation des territoires, c'est l'accompagnement sur le développement des SIG, c'est l'aide au recrutement de géomaticiens, c'est également toutes les subventions dans le cadre du plan cadastral informatisé. Et c'est également, et dernièrement, toute une dimension qui a été apportée sur l'occupation du sol à grande échelle. Donc c'est également aussi une dimension en matière de solidarité territoriale. Christine a déjà abordé le sujet, je ne vais peut-être pas trop rentrer dedans, mais cette solidarité territoriale se situe surtout et essentiellement au sens financier du terme, pour permettre à chacun de pouvoir bénéficier de l'information, même s'il n'en a pas forcément les moyens. Et la dernière politique sur laquelle la région intervient pas mal, c'est le développement des usages, à travers notamment toute sa politique d'open data, mais également aussi à travers la volonté d'ouvrir à l'ensemble des partenaires. Alors, je suis là pour vous parler du groupement de commandes. Moi, je n'ai pas d'image. Je vais être sur la partie peut-être la moins fun de l'histoire, c'est-à-dire c'est la partie administrative et financière. Mais sans cette partie-là, il n'y aurait pas d'acquisition, puisque c'est aussi sur la partie financière qu'on arrive à trouver des axes de travail. Donc, un groupement de commandes, c'est simplement la traduction juridique d'une volonté de travailler ensemble pour mutualiser les acquisitions et dans un esprit de solidarité territoriale. Donc on est bien dans une démarche qui correspond à la fois à celle des régions, mais également aussi à celle des départements dans la dimension solidarité territoriale. Alors comment on a fait ? En fait, c'est surtout depuis 2008 que ça a commencé à mûrir, donc, notamment dans le cadre des renouvellements des orthophotographies, et surtout quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas acheter uniquement celle de l'hygiène, mais qu'il valait d'abord mieux mettre en concurrence et lancer des dispositifs bien particuliers. Un premier dispositif permettait de savoir aussi, dans le cadre de groupes de travail, donc puisqu'on a travaillé en groupe de travailler donc sur les aspects administratifs et juridiques qui permettraient donc d'acquérir des bases de données et notamment des orthophotographies.
Donc, on a trouvé le dispositif du groupement de commandes comme étant le plus adapté pour procéder à ces acquisitions. Et c'est ce dispositif qui a, et vous verrez tout à l'heure, puisque je parlerai à la fois des points forts et des points faibles de ces dispositifs, qui a été à la fois un point fort pour organiser, mais à la fois un point faible parce que ça a eu une démarche administrative lourde. Puisque acheter ensemble, dans le cadre d'un groupement de commandes, c'est figer très longtemps à l'avance un cadre administratif et un cadre financier. Et c'est, par exemple, lorsqu'on est 15 autour de la table, c'est faire en sorte que les 15 votent la même convention constitutive, sachant que cette convention constitutive n'a pas beaucoup évolué pendant la démarche. Ça permet également de réfléchir sur les types de marchés, les types de prestations que l'on veut et comment on va fonctionner. Le deuxième aspect, c'était mettre autour de la table, et c'est surtout là-dessus que ça a été un point important de la démarche, c'est mettre en commun tous les besoins. Et on sait qu'ils sont bien différents quand on parle de la région, des départements, des COMCOM, des EPCI ou des communes. Et surtout, arriver à trouver un accord sur un produit que l'on va acheter. Et parfois, c'est là-dessus que ça a été le plus compliqué pour arriver à une solution. Le nerf de la guerre se situe dans la partie financière, puisque l'objectif était à la fois de travailler dans le cadre du contrat de projet État-région, mais dans le cadre du contrat de projet État-région, il y a bien l'État et la région. L'État s'est sorti automatiquement du dispositif puisqu'ils avaient accès à la BD Ortho, donc on ne pouvait plus travailler qu'avec les collectivités territoriales. Et la région a un budget inscrit une programmation inscrite dans le CPER, les départements pas forcément, et puis les autres encore moins. Donc il a fallu travailler dans cet esprit-là, mais également sortir de ce cadre-là. Donc plusieurs partenaires ont décidé d'avoir une participation forfaitaire, c'était le cas de la région et des départements. Par exemple, la région a décidé, par rapport à son budget général, d'apporter 40 000 € hors taxe pour chacune des orthos. Par exemple, les départements, ça a été variable. Ensuite, pour entrer dans la démarche de solidarité territoriale et financière, nous nous sommes basés, notamment pour les EPCI, sur 3 critères. Celui de la superficie, celui de la population et du potentiel fiscal, pour faire une pondération entre ces 3 critères pour permettre à tout le monde de pouvoir participer financièrement et à ceux qui sont un peu plus étoffés financièrement de payer pour les autres. Sur l'organisation même des groupements de commandes, il y a plusieurs participants. Et le plus important, celui qui a vraiment, autour duquel tout tourne, c'est le coordonnateur du groupement de commandes. Et là, je salue tous ceux qui ont participé à cette démarche, parce que franchement, en termes d'investissement, en termes de temps et en termes d'énergie, ce sont vraiment les coordonnateurs qui ont fait pas mal de boulot. Alors, le coordonnateur du groupement de commandes, il est élu, il est désigné par les membres du groupement et il les représente tout au long d'une démarche, à la fois sur la partie constitutive et à la fois sur l'ensemble des opérations du marché. Donc, il lance le marché, il l'attribue, il l'exécute, c'est sa CAO qui l'attribue et c'est notamment lui qui gère la totalité du marché. Il est quand même accompagné dans cette démarche-là, il n'est pas tout seul par un comité technique, donc composé de l'ensemble des représentants techniques des membres du groupement, par le CRIGE, qui a pas mal apporté sur la partie technique et technologique, et par des experts si c'est nécessaire. Je ne rentre pas dans le détail, vous le verrez dans le... Alors, au-delà des missions au sein du comité technique, chaque membre a une obligation. Ça, c'est ce qu'on a choisi cette fois-ci, avec les groupements de commandes, c'est que chacun paye ses prestations directement aux prestataires. Pour mémoire, le premier groupement de commandes n'a pas concerné les orthos, il a concerné les acquisitions, les droits d'usage des référentiels de l'IGN. C'était en 2008, je crois, dans le cadre d'un marché de 2008 à 2013, et qui comprenait comme participants l'État, la région et les 6 départements. Alors il était relativement simple puisque c'était un marché qui était sans concurrence puisqu'il y avait exclusivité de l'IGN. Pour les marchés en matière d'ortho, les premiers à s'être lancés dans la démarche, ce sont les Alpes-Maritimes qui ont voulu effectivement acquérir une orthophotographie haute résolution et qui ont réuni autour de la table l'ensemble des interlocuteurs privilégiés dans les Alpes-Maritimes. Et donc, ont constitué donc, un groupement de commandes dont la fonction de coordination a été confiée au département. De façon générale, ce sont les départements qui sont coordonnateurs parce que c'est légitime par rapport, on va dire, à leur organisation interne, à leurs moyens humains aussi, à leurs moyens techniques, je l'ai dit. Être coordonnateur, c'est énormément d'investissement et de temps à mettre à disposition de ces dispositifs.
Dans les Alpes-Maritimes, ils étaient composés donc du département, les autres membres c'était la région, donc nous on a participé à l'ensemble des dispositifs, les 4 EPCI et puis la commune de Cannes. On suivit ensuite le département des Bouches-du-Rhône, toujours avec la région et l'ensemble des EPCI, puis le Var. Alors là, c'était un peu plus particulier puisqu'ils étaient sur un besoin moins précis, donc appel d'offres plutôt sur un produit d'étagère, donc on n'a été que les partenaires du département sur ce dispositif. Et dans les départements non littoraux, c'est là que les choses se sont un peu corsées parce que superficie énorme. Et dans ce cas-là, finalement, on a mis autour de la table tous les gens, et puis, enfin, toutes les communes, tous les EPCI, et on s'est rendu compte qu'il valait mieux quand même être le moins possible à signer la convention pour que ce soit le moins long possible. Et donc, il n'y a que les départements et la région qui ont participé au groupement de commandes. En quelques chiffres, je ne vais pas rentrer dans le détail comme toi tout à l'heure, mais simplement donc pour vous dire qu'effectivement, on a dépensé plus d'1 million d'euros pour ces 4 orthophotographies depuis 2008. Donc certaines ont été faites avec des modules de contrôle, d'autres pas. Et donc une a été faite avec une orthovraie, c'était dans le 13. Autre tableau que moi j'ai trouvé intéressant permettant de mettre en évidence les participations par type de collectivité. Et on se rend compte que dans les acquisitions des droits d'usage de l'IGN, il y avait l'État, la région et les départements, mais maintenant, un autre partenaire est devenu quand même particulièrement prometteur sur ce sujet-là, c'est l'ensemble des EPCI et même des communes. Et je prends par exemple dans le 05, le département des Hautes-Alpes a participé au groupement de commandes, mais a signé des conventions de partenariat avec l'ensemble des Comcom et certaines communes de son territoire qui ont participé également en reversant une subvention au département des Hautes-Alpes pour participer. Donc on voit quand même que donc les départements c'est presque 50% de financement et les EPCI presque 30%. Alors, un gros atout dans ce dispositif des groupements de commandes, ça a été l'arrivée du FEDER, donc le Fonds européen de développement régional. Donc dans ce cadre-là, quand on avait élaboré avec l'État le contenu du FEDER, pensé à mettre les orthophotographies haute résolution dans les produits éligibles pour disposer d'une subvention du FEDER. Et effectivement, on est rentré dans ce dispositif-là avec la possibilité d'avoir donc des orthos financés à hauteur de 50%, ce qui n'est pas négligeable quand on voit le coût qu'elles ont coûté. La particularité du FEDER, c'est quand même que bon, on est partis tous contents, tous joyeux sur ce dispositif-là, en voulant tous présenter un dossier, mais à l'arrivée, ça n'a pas été le cas. L'éligibilité n'a pas été pour tout le monde, puisqu'entre-temps, je crois que le droit d'entrée pour déposer un dossier, je crois que c'était 10 000 € il y a 5 ans. Aujourd'hui, je crois qu'on est plus près des 60 et des 100 000 €. Donc ça veut dire qu'entre-temps, toutes les agglos qui avaient voulu déposer un dossier pour pouvoir bénéficier des 50% de financement se sont retrouvés un peu sur le bord de la route et n'ont pas pu en bénéficier. Mais on a trouvé une parade pour la prochaine période. Et c'est aussi très très lourd administrativement parlant. Ceux qui sont passés par là le savent, c'est énorme. Alors, on a donc 4 à 5 ans d'expérience sur le sujet. On a pu tirer quelques enseignements de ces dispositifs-là. Je vais d'abord aborder les points positifs et puis ensuite les points sur lesquels il serait bien de se pencher pour améliorer les dispositifs. Donc la mutualisation, on l'a vu, c'est surtout un cadre intéressant pour bénéficier de montants financiers, le CPER et le FEDER de l'autre côté. Ça a surtout été, et c'est là-dessus qu'on se satisfait de cette démarche-là, une dynamique de réseau énorme. On a réussi à mettre chaque fois autour de la table parfois 20 partenaires. Bon, tous n'ont pas participé financièrement, mais ils ont au moins participé sur l'élaboration des besoins, sur l'expression des besoins. C'est aussi, en mettant autant de monde autour de la table, une enveloppe financière qui a particulièrement grandi, avec un nombre de financeurs qui s'est particulièrement développé. Donc forcément, à un moment donné, on a pu couvrir l'ensemble du territoire. Alors c'était déjà couvert par les BD Ortho, mais là on a pu aller sur des produits, comme le précisait Romain, beaucoup plus fins, avec de plus haute résolution. Et ça nous a permis aussi maintenant de rentrer dans d'autres générations. Et puis, bon, je voudrais quand même saluer aussi le CRIJ qui a particulièrement travaillé sur toutes les démarches préalables, sur l'analyse de l'état des lieux, tous les coûts, toutes les relations avec les producteurs au préalable, pour voir un petit peu dans quel cadre on pouvait travailler. Sur l'aspect juridique et économique, j'ai mis ça un peu dans ce secteur-là, c'est aussi tout l'avantage pour les prestataires, alors ils confirmeront ou pas, je ne sais pas, c'est le fait d'avoir eu un seul interlocuteur, parfois c'est beaucoup plus simple pour eux, et donc pour l'ensemble des financeurs de sérieuses économies budgétaires, parce que si chaque collectivité ou chaque EPCI avait acheté une ortho
haute résolution sur son propre territoire, je pense que les coûts auraient été largement décuplés. Ce qu'on a constaté aussi, et ça c'était particulièrement intéressant dans la démarche d'animation régionale, c'est c'est l'implication de plus en plus importante des collectivités dans l'expression des besoins, dans le financement, ça c'est clair, mais surtout une amélioration des compétences qui sont retrouvées à la fois sur l'aspect technique et technologique en fonction des produits, mais aussi organisationnel. Et ça, on l'a vu surtout avec les départements et les coordonnateurs. C'est aussi la possibilité, pas simplement d'acquérir une ortho, mais c'est aussi de s'impliquer sur chacune des étapes. Donc ça aussi, ça permet d'acquérir aussi de la compétence. Et puis bon, finalement, on n'a pas acheté des produits sur étagère, on a créé de nouveaux produits. Et ça aussi, a priori, ça semble être, pour les techniciens de l'information géographique, aussi un point important. Pour les producteurs, donc là ils confirmeront ou pas, c'est aussi peut-être pour eux autant de propositions, autant de marchés lancés, c'est aussi une possibilité de faire évoluer leur technologie, de réaliser aussi des investissements techniques et de proposer de nouvelles méthodologies de traitement. Donc ça, c'est tous les enseignements positifs que l'on a pu faire sur l'ensemble de ce dispositif. Il y a par contre des points à surveiller, parce qu'une démarche de groupement de commandes, c'est une démarche longue et lourde. Je ne me tournerai pas vers le 13 actuellement, qui est en train de lancer un nouveau dispositif. On met énormément de temps à lancer à la fois la convention constitutive et donc le marché à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de partenaires autour de la table, que la concertation c'est toujours du temps et que surtout aussi derrière, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la prise en compte des délais administratifs et surtout décisionnels, parce qu'une convention constitutive, 15 partenaires, c'est 15 délibérations à faire voter et c'est 15 signatures à récupérer. C'est pas rien quand on travaille dans l'administration. Et c'est surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'organisation extrêmement rigoureuse de la part des coordonnateurs, parce qu'on ne peut rien laisser au hasard. C'est une démarche lourde, longue, mais aussi très complexe du fait de la taille des territoires concernés. On en a parlé tout à l'heure, c'est M. Moissé qui en a parlé tout à l'heure. Plus on va, plus les territoires sont grands, plus l'information est importante et plus aussi l'information est lourde. Et puis aussi, on peut se poser la question, on a vu un peu évoluer les prestataires de ce monde-là. Mais quelles entreprises peuvent aujourd'hui répondre et réaliser correctement des orthos ? Ce sont des questions ouvertes, donc ça peut être mis au débat également. Et puis, il y a énormément d'opérations de contrôle à réaliser, à la fois celles qui sont réglementaires, à la fois celles qui sont liées à la qualité du produit et de la prestation. Et ça, effectivement, c'est très très long aussi à tenir dans le cadre du processus. D'où une interrogation. Est-ce qu'il est intéressant de se faire accompagner techniquement dans l'ensemble de ce dispositif ? Est-ce que des AMO ne seraient pas aussi à un moment donné un point d'appui avec lesquels on pourrait travailler ? Autre point à surveiller, mais un peu différemment à aborder, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment des produits parfaits ? Je discutais avec Yves quand Romain faisait passer les orthophotos tout à l'heure. On n'est pas forcément sûr finalement d'avoir de si bons produits que ça, mais parce que ce sont aussi des produits de compromis. Alors je ne vais pas dire que c'est le plus petit dénominateur commun, mais bon, ça n'éloigne pas trop quand même. Alors, ce qui est important, c'est la journée d'aujourd'hui, parce qu'on se rend compte quand même, enfin moi, région en tout cas, peut-être que les départements c'est pareil, qu'on a très peu de retours sur les usages de ces orthophotographies. Elles sont extrêmement précises, elles sont extrêmement volumineuses. Est-ce que c'est vraiment utilisé ? Donc c'est pour ça qu'il me tarde vraiment, si j'arrive à rester jusqu'à cet après-midi, d'écouter ce qui a été fait dans ce secteur-là. On l'a dit, je ne reviendrai pas sur les données volumineuses. Ça veut dire des coûts de stockage, des coûts de diffusion. Est-ce que toutes les structures sont capables d'utiliser pleinement les orthos haute résolution ? Est-ce que toutes sont équipées techniquement ? En moyen humain, je le pense, mais financièrement aussi, je ne sais rien. Et puis bon, malgré tout, on a des produits différents par département. On n'a pas un seul produit. Alors on avait un fantasme, un souhait au début du CPER 2007-2013, c'était d'arriver à la fin de l'exercice à une ortho régionale. On n'en est pas encore là, mais pourquoi pas, à voir. Mais en tout cas, on a une version commune à 50 cm. Bon, on ne peut pas vraiment appeler ça aussi une orthophotographie régionale. Alors l'avenir immédiat, c'est aujourd'hui là. C'est la volonté de lancer la deuxième vague d'orthophotographie haute résolution. Les Alpes-Maritimes se sont déjà lancés dans le dispositif. Ils sont partis tous ensemble, les mêmes. Le SDIS du 06 les a rejoints. Une résolution à 20 cm avec une option à 10. Je vous le dis, ceux qui ne sont pas encore au courant. Et normalement, une PVA prévue fin de printemps, début été 2013. Ça sera 10 cm sur le littoral et 20 sur le reste du département et une option à 10 partout
Et le marché, le DCE va être publié en février. Il ne reste plus que le SDIS et le CG à signer, ce que tu as illustré tout à l'heure sur la convention. Donc le marché va être lancé et publié dans le courant du mois. D'accord, une fois que les signatures seront récupérées. Logiquement. Dans les Bouches-du-Rhône, donc les deuxièmes à se lancer sur le dispositif, on repart avec les mêmes et une nouvelle communauté d'agglo et une nouvelle Comcom. Et là, on est sur une résolution inférieure ou égale à 10 cm, avec une PVA qui devrait se situer à l'hiver 2014. Voilà. Faut voir. Donc on est dans des modalités similaires, regroupement de commandes, dispositifs, marché, etc., coordonnateurs, toujours les mêmes. Une simplification au grand bonheur. Avant, donc, on a rencontré des difficultés pour déposer des dossiers au FEDER. Et aujourd'hui, on a trouvé une solution. Il y aura un porteur unique du sujet auprès du FEDER, en espérant effectivement que l'éligibilité maintenant des orthophotographies se fera au sens de l'actualisation, puisqu'on sait pertinemment que si on redemande une subvention pour une acquisition d'orthophotographie, nos dossiers seront rejetés. Pardon ? Ce sera toujours le coordonnateur. Donc par exemple dans le 06 et dans le 13, ce sera le département qui sera le porteur de projet. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu le changement de posture. Au début, on voulait absolument une orthophotographie pour en avoir une, parce qu'il était important de l'avoir actualisée, de disposer de données plus fines. Aujourd'hui, on se rend compte quand même, bon, ce sera confirmé cet après-midi, qu'on aborde plus le besoin d'une actualisation par des usages qui ne sont pas couverts par un produit existant. D'où la nécessité d'acquérir un nouveau produit. Donc bon, on peut espérer que sur ce changement de posture, ce soit plus une évolution positive. Et l'avenir proche, c'est après-demain, c'est malheureusement un manque de visibilité sur le CPER. Monsieur Ayou vous en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne sait pas trop dans quel cadre on va agir. Il faut n'empêche préparer cette démarche-là, et j'en parle surtout au département. Et le FEDER, on verra bien. Ce qui nous amène quand même aujourd'hui à nous interroger sur l'extension à de nouveaux partenariats. Alors, on a couvert la région, les départements, l'ensemble des EPCI, les communes, pourquoi pas, les SDIS et autres collectivités ou établissements publics qui voudraient bien venir participer aux orthos seront toujours bienvenus. Et pourquoi pas ouvrir aussi au secteur privé. On en avait déjà l'idée en 2007, ça ne s'est pas encore réalisé. Mais bon, c'est pertinemment que dans ce cadre-là, l'aspect juridique est beaucoup plus complexe à organiser. Et puis bon, l'évolution de l'hygiène aussi, dans le cadre notamment de ce que vous avez présenté tout à l'heure. Vous avez vu la carte, donc elle n'est pas figée a priori, mais bon, on a rencontré l'hygiène régionale, interrégionale il n'y a pas très longtemps, et ils nous ont proposé de tester la programmation régionale en PACA, donc on va leur répondre très prochainement. Et donc on voit bien qu'effectivement l'hygiène tend la main vers nous, on va aussi la tendre vers eux, ce serait pas mal aussi. Sachant qu'ils ont aussi d'autres dispositifs, ces dispositifs de coproduction. En PACA, on ne les a pas encore utilisés, peut-être sur Litho 3D, mais c'est déjà fait dans d'autres régions, la Bretagne, peut-être Languedoc-Roussillon. L'Auvergne, il me semble. Donc à voir. C'est vraiment tout un aspect à fouiller. Moi, j'exprime encore des réserves sur l'aspect juridique. Moi, je suis un peu là pour ça. Donc, il faudra vraiment fouiller cet aspect-là. Et puis, je vous l'ai dit déjà en introduction, toute la volonté, notamment régionale, de prendre en compte l'open data. On est quand même dans une mouvance qui est d'ouvrir les données, de faire en sorte que ce soit au-delà des professionnels, au-delà des ayants droit, l'ensemble de la société civile et les citoyens qui puissent s'emparer des données pour les valoriser, pour les analyser, pour simplement en prendre connaissance, pour apporter également aussi de la valeur ajoutée. Donc il est important dans ce cadre-là. Donc la région a déjà délibéré pour une licence ouverte. Je crois que dans le 06, la première ortho était en licence ouverte, il me semble. Oui, il y a une délibération qui est venue la compléter, effectivement. Qui la libéralise, c'est pas la licence ouverte LO. D'accord. Voilà. Mais c'est là. Celle-ci, la licence LO, est nommée directement dans la convention pour la PVA de 2013. Ouais, tout à fait. Celle-ci sera estampillée LO. Bon, sachant qu'il y a toujours des freins sur l'ouverture des données. Bon, on a des freins qui sont parfois liés à l'administratif, au juridique. C'est les extraits du CCTP qui font référence au Code des marchés publics aussi. Mais il y a également aussi... Pardon ? Du CCAG, pardon, le pays, c'est ça. C'est également aussi parfois des restrictions, on va dire, politiques. Certains se disent, voilà, nous on a payé, ok, on la diffuse à nos ayants droit, mais pourquoi la diffuserait-on à tout le monde ? Bon, alors on attend un peu de vous,
techniciens, de faire évoluer ça, notamment avec vos politiques et vos décisionnels, puisque c'est quand même vers là aussi qu'on devrait aller. Merci, excusez-moi d'avoir été peut-être très rapide.